et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler d'Hernani, mais cette fois-ci, nous allons, vous allez voir, parler plus exactement du drame romantique en lui-même et voir déjà que la prochaine fois, nous parlerons de la préface d'Hernani. Mais pour l'instant, parlons du drame romantique en lui-même après avoir parlé de son contexte et de son contexte et de ses origines. Alors, on l'a vu, les genres ont évolué dès le XVIIIe siècle pour le théâtre. Mais grâce à la Révolution française, il s'opère avec la loi Chapelier qui abolit les privilèges qui permettaient à l'État de contrôler le théâtre. Cette loi permet la libéralisation du théâtre. En conséquence, il y a une diversification du répertoire ainsi que du public, puisque le théâtre n'est pas juste réservé aux aristocrates. Et du coup, ce qui produit une production plus abondante du théâtre. Mais ce n'est pas la seule chose qui évolue. Il y a aussi une évolution des genres. La comédie devient le vaudeville et la tragédie devient le mélodrame. Alors, concentrons-nous plus exactement sur le mélodrame. Le mélodrame, c'est un prolongement du drame bourgeois qu'on a pu voir avec Diderot, qui est également issu d'une forme de l'opéra populaire. Cependant, petit à petit, la part musicale a fortement diminué jusqu'à devenir pratiquement inexistante. Ce genre est un genre extrêmement codé. Il vise une famille heureuse, un méchant hypocrite appelé le traître, très souvent, qui prépare une machination, mais les faibles victimes, dont le vieillard, la veuve, l'orphelin, la jeune fille pure, peuvent compter sur le secours d'un héros désintéressé qui agit par pure satisfaction de voir le traître puni. Ici, dans le mélodrame, le personnage le plus vénéré est le père, souvent persécuté par le traître, mais qui, au dénouement final, est rétabli dans ses droits. Seulement, le mélodrame a une lecture très symbolique et surtout idéologique. La famille représente en réalité la société qui vient toujours en aide à ses membres. Elle ne peut donc engendrer aucun mal social. Le mal est soit naturel, donc les orages, les incendies, soit moral, la méchanceté du traître. Et dans ce deuxième cas, le traître, la société vient au bout du mal moral, donc le mal engendré par le traître. Le mélodrame donne à voir le triomphe des vertus individuelles et civiques. Les vertus qui sont récompensées par le dénouement, la victime est rétablie dans ses droits, le traître est puni grâce à une justice implacable. Durant l'Empire, la figure du père renvoie à celle de l'empereur, ce qui fait une fonction idéologique du mélodrame. C'est donc trop stéréotypé et marqué idéologiquement. Le mélodrame ne sont pas passés à la postérité. Le drame romantique emprunte beaucoup au mélodrame.
Certains motifs restent, comme le poignard, le poison, les flambeaux, vous l'avez très bien vu en lisant Hernani. Emprunte aussi une partie de son esthétique, comme la présence d'une nature inquiétante ou des décors somptueux. Mais il en retravaille toutefois la structure des personnages dans une plus grande complexité. Il y a par exemple la disparition des oppositions manichéennes, ou encore la marginalisation du héros dont la quête, parce qu'elle échoue, remet en cause les fondements de la société dont il est issu. La providence est évacuée du dénouement, du dénouement, ça marche aussi. Et il y a une réelle question du mal historique et social ouvertement posée cette fois-ci, mais sans vraie réponse. Le drame romantique représente donc une société fondamentalement divisée, incapable de résoudre par la seule force de ses valeurs le mal qui les déchire, qu'il soit politique ou social. La portée subversive du drame romantique, plus que son esthétique de la rupture et de l'excès, explique sa difficulté à se faire admettre dans les scènes de théâtre. Comme je vous le disais, la prochaine fois, nous verrons la préface d'Hernani. Je vous dis à bientôt. Et bye.